Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo du samedi matin où ensemble on va parler des sorties de jeux de société, donc des sorties de la semaine. C'est pas toutes les sorties, il y en a quand même pas mal. C'est juste en fait tout simplement une petite sélection de jeux qui soit j'ai déjà joué et je voulais vous en parler, ou soit c'est des jeux que je n'ai pas encore joué, que j'aimerais quand même bien découvrir. Donc ensemble, voilà, on va essayer de faire ça trois quarts d'heure, une heure, grand maximum. Donc pour parler de ces sorties. Comme d'habitude, on va aller sur MyLudo pour voir un petit peu la fiche, la page de chaque jeu, pour vous parler un petit peu donc des mécaniques. Et si je connais le jeu, on va brièvement, je vais vous donner un petit peu mon avis. Tout simplement, le premier jeu. Hop, je vais me mettre ici. Donc ça, c'est la page de MyLudo que je me sers pour voir en fait donc toutes les sorties. J'essaye au maximum de prendre des infos sur le site des éditeurs, les sites de revente pour mettre à jour MyLudo. Et le premier jeu qui arrive comme ça, alors que vous voyez qu'il était prévu de sortir début octobre, eh bien, ça y est, il est dispo. Et alors, il est peut-être pas dispo sur tous les sites aujourd'hui, mais en tout cas, sur celui-ci, il est dispo. Sur le site de Matago également, il est dispo puisque c'est Perché. Donc édité en français par Matago, c'est un jeu de Douglas Ettrick et illustré par Anna-Katrina Block. L'éditeur original c'est Inside Up Game. Et bien Perché, j'ai l'impression qu'il arrive un petit peu comme ça de nulle part, puisque comme je viens de vous dire, il était prévu pour octobre. Et c'est la surprise. Perché, c'est un jeu que j'avais découvert à l'Alchimie du jeu, à Toulouse, cette année. Au début du mois de mai, j'avais beaucoup aimé, et tous les joueurs autour de la table, et je pense que même tous les joueurs qui ont joué à Perché à cette occasion-là, je pense qu'on a tous été conquis et convaincus par ce jeu. C'est très simple, mais en même temps c'est très malin, avec beaucoup d'interactions. C'est tout simplement en fait une question, une espèce de course à la majorité, dans lequel on va devoir un petit peu subir le hasard, et un petit peu contrôler ce hasard-là. C'est très très drôle. Donc on a des petits oiseaux en fait qui sont tous mis dans un sac. Alors je passe les détails de la mise en place. Et à notre tour de jeu, tout simplement, on va avoir un certain nombre d'oiseaux à notre couleur, plus certains qui ont été pris au hasard dans ce sac, et on va devoir positionner un de nos oiseaux sur un des lieux qui est mis en place, et tous les lieux vont avoir soit quelques-uns ont des effets un petit peu particuliers, notamment récupérer un animal, soit un scoring un petit peu particulier, c'est-à-dire que à la fin de la manche, quand tous les oiseaux de tous les joueurs sont posés, on va regarder qui est majoritaire sur chacun des lieux. Alors on le voit peut-être pas trop, mais on va regarder qui est majoritaire. Celui qui est majoritaire va marquer les points qui sont marqués en haut, le deuxième au milieu et le troisième en bas. Si on joue à plus, je crois qu'il n'y a plus de points, ou il y a peut-être des barèmes supplémentaires. Mais c'est pas parce que vous êtes majoritaire que vous allez avoir le plus de points, puisque chaque lieu va avoir un barème un petit peu différent. C'est ça qui est drôle. Des fois, on essaye d'être majoritaire pour avoir le plus de points parce que c'est ce qui va rapporter le plus, mais des fois, si tu es majoritaire, tu vas rapporter peut-être 0 points. Et comme tous les joueurs ont des oiseaux de couleur de tous les autres joueurs, par exemple, si je suis le joueur vert, je vais avoir donc 2 oiseaux à ma couleur, mais je vais piocher, en début de manche, je vais piocher dans le sac, donc je vais peut-être me retrouver avec des oiseaux des autres joueurs. C'est là où tout ce qui est, ça intervient, le fait que ce soit malin, du fait de poser des oiseaux de notre couleur sur des endroits qui vont peut-être moins l'arranger, mais des fois on est obligé de poser dans des endroits qui vont peut-être faire rapporter des points à nos adversaires. Donc c'est très bien, c'est très très sympa à jouer, il y a pas mal d'interactions, ça râle un petit peu autour de la table, les tours sont quand même assez dynamiques,
Et voilà, c'est très malin avec toutes ces petites interactions, ces systèmes de scoring qui sont tous différents suivant les cartes, suivant les lieux. Il y a également, donc je passe, mais rapidement, des animaux également qui vont permettre de faire mettre un petit peu le bazar. Hein. Alors je sais plus exactement, mais par exemple, je pense que si à un moment il y a le chien ou le chat ou peu importe, en fait, on le pose sur un endroit et puis ça fait fuir en fait les oiseaux sur des lieux adjacents ou sur par exemple la fontaine qui à la fin permettrait de rapporter des points, etc. Donc perché, voilà, c'est la chouette surprise qui arrive en ce 11 juillet. Je passe les détails sur les nids, les toits, etc. Mais voilà, il était attendu donc pour le 4 octobre, vous voyez, c'est pas encore tout à fait mis à jour. Et eh ben ça y est, il arrive, il est dispo. Donc si vous cherchez un jeu qui se joue donc jusqu'à 5 joueurs à partir de 14 ans, bon même je pense un petit peu moins, vous pouvez. Hein. Des parties qui sont pas très très longues, hein, puisque vous voyez, on le voit là de 30 à 60 minutes. C'est plutôt pas mal. Vraiment, moi j'ai passé un très très bon moment avec ce jeu-là. Donc je vous le conseille vivement. Voilà, comme je disais, si vous aimez les jeux avec de l'interaction, mais pas spécialement méchant. C'est-à-dire que c'est très rapide. Donc bon, si on perd des points à la manche suivante ou même peut-être au tour suivant, on va peut-être essayer de se rattraper. Donc sans aucun problème. Voilà pour percher. Moi, je suis assez surpris que ça arrive comme ça du jour au lendemain. Mais c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et salut à tous. Ouais, excusez-moi, je vous ai pas salué dans le chat. Salut Super Kamsoul. Coucou des jeux des livres. J'espère que tu vas bien. Max le Poulpe. Hello. Cluplay. Salut. Another Nerd. Hello Antoine. Bienvenue à tous. Donc voilà pour percher. Bah écoute, je sais pas si vous de votre côté vous l'aviez déjà essayé, si vous avez eu l'occasion de le tester ou si vous donne envie, parce que notamment à l'occasion de l'alchimie du jeu à Toulouse, on a eu l'occasion de le voir un petit peu sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à me dire si le jeu vous tente. Hop, allez. Là, on va partir sur un jeu de pli qui joue avec le pili pili. Le pili pili, c'est un piment africain ultra épicé. Voilà, c'est pas tiré de mes connaissances, hein, c'est juste que j'ai lu un petit peu vite fait. Pili pili, c'est un jeu de pli donc assez, on va dire, classique maintenant puisque on va devoir au début de la manche estimer le nombre de plis qu'on va penser faire durant la manche. Bon. Ça, maintenant, de plus en plus dans les jeux de pli, on le retrouve. Mais seulement, dans celui-ci, alors je n'y ai pas joué, mais voilà, j'adore les jeux de pli. Celui-ci, il a un visuel qui a l'air assez sympa, rigolo, mignon. Et en chaque début de manche, alors je sais pas exactement si c'est des objectifs qui vont être communs à tous les joueurs ou si c'est des objectifs perso secrets. Donc en tout cas il y a une histoire d'objectifs et en tout cas de missions qu'on va devoir essayer de remporter pour marquer des points et remporter la manche. Donc c'est pas parce que tu vas remporter plein de plis que tu vas gagner des points ou remporter la manche. Voilà, c'est vraiment en fonction de ton enchère, enfin pas de l'enchère, de ton estimation du nombre de plis que tu vas gagner et de ces fameuses missions ou objectifs qui vont être mis en jeu pour la manche. Donc, toujours un petit jeu de plis, moi ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de découvrir ce jeu-là. Je l'ai mis dans la wishlist, donc on verra si j'ai l'occasion d'y jouer ou si je le trouve en boutique. Donc depuis, là vous voyez la mise à jour elle n'est pas encore faite. Donc depuis hier, hein, c'est un jeu qui est chez ATM Gaming, c'est un jeu de Ben, et illustré par JB. Voilà, et c'est distribué par Pixie Game. Donc encore un petit jeu de pli qui, moi ça m'intéresse. Un autre jeu qui m'intéresse énormément, mais il ne va pas faire que m'intéresser, c'est Mission 626. Alors Mission 626, qu'est-ce que c'est? C'est un love letter. Et ouais, c'est le love letter Stitch. C'est... je suis ultra fan.
de Love Letter. Je trouve que Love Letter, c'est un jeu qui est d'une efficacité redoutable. Alors il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi je trouve ça vraiment excellent. J'ai toutes les versions de Love Letter, hein, du classique à Star Wars, Marvel, Princess, je sais plus ce qu'il y a Bridgerstone, il y a Lovecraft également, j'en oublie peut-être. Et donc là, voilà, bah, il y a le Love Letter Mission 626 Stitch dans cette fabuleuse trousse en peluche. C'est génial. J'adore. Donc Love Letter, c'est toujours là je vois que sur MyLudo ils ont noté de 2 à 4 joueurs, ça se joue de 2 à 5 joueurs. Alors à partir de 6 ans, bon il faut peut-être pas exagérer non plus parce que c'est pas un jouet en fait, hein, même si même si ça pourrait être un jouet, peut-être la trousse, voilà, c'est pour les 6+. Mais le jeu en lui-même, en tout cas sur la boîte, c'est bien noté 2-5 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ, ça, c'est du Love Letter, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, on reste sur le même principe du Love Letter, c'est-à-dire, j'ai une carte en main, à mon tour, je pioche une carte, je joue une carte, et je fais l'effet de la carte. C'est ultra simple, c'est vraiment génialissime. Et donc là, le petit truc, parce qu'à chaque fois, il y a un love letter dans des différentes variantes, il y a toujours un petit twist intéressant. Celui-ci, il a l'air d'être assez simple. Je n'ai pas encore joué, mais ça va être fait cet après-midi. Le petit twist, celui-ci, c'est que vous avez un jeton. Il n'y a pas la carte Stitch, et c'est un jeton. Je vais vous le montrer peut-être tout simplement. C'est un petit jeton en fait qui va circuler. Donc vous avez la face où vous avez Stitch, hop là, qui est gentil, et il va falloir essayer de le contrôler parce qu'il y a des effets qui vont le rendre destructeur. Donc ce jeton là en fait c'est ça, c'est le cœur du jeu puisque les cartes en elles-mêmes sont un petit peu de la même façon que le Love Letter classique, hein. Vous avez donc les cartes de valeur avec l'effet. Hop, je vais vous montrer vite fait. Hop, vous avez toujours pareil, la petite carte de référence avec toutes les cartes qui sont répertoriées et la récurrence. Et vous avez donc les cartes, voilà, par exemple. Bah là, vous avez Madame la présidente du Grand Conseil, qui est la carte de valeur 1. Donc un petit peu de la même façon que dans un Love Letter classique. La valeur 1, eh bien, pour le jeu de Love Letter, c'est le garde. Et bien là, c'est un petit peu la même façon, c'est-à-dire que vous allez désigner un autre joueur et vous allez tenter de deviner bien la carte qu'il a en main, tout simplement en disant une valeur entre 1 et 8, puisque les cartes vont de 1 à 8. Alors ça, c'est le 1, donc c'est le garde, c'est donc Madame la présidente du Grand Conseil, c'est toujours le même effet. Il y a également le 2 qui est dans le Love Letter, c'est le prêtre qui va permettre tout simplement de regarder la main d'un autre joueur. Alors je vais pas toutes les faire, mais ce qui va être différent sur les effets de cartes, c'est notamment, donc je vous disais, par rapport en fait à ce jeton Stitch qui va être soit d'un côté gentil, soit du côté destructeur. Et du coup c'est vraiment les autres cartes, donc par exemple Jumba qui va interagir avec ce jeton, c'est-à-dire que Jumba, lui, il va retourner Stitch sur son autre face, en fait. Ce qui va pouvoir être très malin, c'est-à-dire que, par exemple, nous avons ce personnage-là. Je ne connais pas le roi, ou le Roy, je sais pas. Donc si un joueur, j'arrive pas à lire, détient Stitch sur sa face destructeur, c'est-à-dire que si j'ai ce jeton qui est devant moi de ce côté-là, eh bien si un joueur joue le Roy, eh bien je suis tout simplement éliminé. Voilà. Donc il y a plein d'effets en fait en fonction de ce jeton. Donc ça a l'air d'être très simple, on reste dans les mêmes sensations que un Love Letter, c'est-à-dire qu'on pioche une carte, on joue une carte, on fait son effet, on essaye d'éliminer ses adversaires et de faire en sorte d'être le dernier en lice jusqu'à ce que tout le monde soit éliminé ou que il n'y ait plus de joueurs en lice. Voilà.
Mission 626, le Love Letter Stitch. Max le Poulpe, stop avec les Love Letters, le jeu est génial, mais là ça devient une machine à fric. Alors peut-être, en tout cas moi ça me va très bien parce que le Love Letter je trouve ça génial et toutes les variantes de Love Letter pour moi elles sont toutes très bien. Il y a juste peut-être le Marvel, ouais, Love Letter Marvel qui m'a peut-être un peu moins convaincu, mais tout le reste pour moi j'aime beaucoup. En tout cas, il y a toujours, pour moi, quelque chose qui fait que ça renouvelle le jeu. Draco, Aetheria Pocket. Vous connaissez peut-être probablement Aetheria, vous savez, ce jeu chez Nostromo. Eh bien, ils ont sorti le même jeu, mais sous un autre nom, Draco. Et c'est tout simplement Aetheria Pocket, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est le même jeu, dans un format beaucoup plus petit. Mais vraiment, la boîte est, je pense que la boîte, elle est à peu près comme ça, quoi. Elle est vraiment pas très grande. Donc c'est toujours donc chez Nostromo Édition, c'est un jeu de François Bachelard et illustré par Doreen Baker et Julie Gruet. Draco Aetheria Pocket, c'est ce jeu où vous allez tout simplement essayer de construire votre domaine en fait avec des cartes en essayant de créer des symbioses qui vont vous rapporter le plus de points entre des personnages et entre des types de terrains. Alors si je me souviens bien, il y avait par exemple les humains qui marquent des points s'ils sont entre eux et si en plus ils sont à côté des champs de blé. Je crois me souvenir, mais à peu près ça. Par contre, vous allez avoir des points négatifs si vous mettez un elfe avec un nain côte à côte. Vous voyez, il y a tous ces systèmes de scoring entre les personnages, même entre eux, les personnages et leur terrain de prédilection, ou au contraire ceux qui n'aiment pas. Donc voilà, c'est Draco, c'est le... Vous voyez, on va créer comme ça, on va donc tout simplement piocher une carte, on va la remplacer sur notre terrain et on va pouvoir marquer des points en fonction de si telle carte, voilà le nain, s'il est à côté d'une montagne, ça lui va très bien, ça lui fait 2 points. L'elfe, s'il est à côté d'une forêt, ça lui fait des points. Les gobelins, s'ils sont dans des marécages, ça leur va très bien. Si le nain, il est à côté d'un elfe, il s'aime pas, donc ça lui fait des points négatifs. Donc c'est un espèce de jeu de golf en fait, hein, du ski-jo, mais un petit peu thématisé avec des personnages et des types de terrains. J'avais trouvé ça plutôt pas mal, moi déjà à la base à Etheria. Pourquoi pas, à la limite. Alors je peux pas vous certifier qu'il y a des nouveautés dans Draco, j'en ai pas l'impression, si ce n'est que c'est le format qui est beaucoup plus petit et ramassé. Voilà pour Draco, avec un prix 13,50€, beaucoup plus petit que la boîte d'Aetheria classique en fait. Toujours pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué à Aetheria. Alors Max qui nous dit enfin, c'est une fausse sortie puisque c'est le même jeu. Mais la boîte de base était bien trop grosse. Oui, c'est vrai que la boîte de base était quand même assez grande pour au final peut-être pas grand chose. Et là du coup on a un format beaucoup plus petit ramassé avec un prix beaucoup plus abordable. Et salut Max, coucou. Donc voilà, mais bon, c'est toujours intéressant de voir, tu vois, je me dis, c'est-à-dire que en fait les éditeurs ils font vivre leur jeu, ils sont peut-être aperçus que le Aetheria de base était peut-être pas éditorialement le mieux, donc ils ont retravaillé là-dessus. Enfin j'imagine, hein, je dis pas ça, je détiens pas la vérité, mais voilà, en tout cas ça montre que les éditeurs travaillent sur leur jeu. Pour leur donner le plus de vie possible dans les boutiques. Oui, le dernier exemple, c'est le ski-jo, pour rester dans la même mécanique. Alors, est-ce que le ski-jo avait besoin de sa version ski-jo voyage? Peut-être pas. Mais pour moi, en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être proposé. C'est-à-dire que si tu veux avoir un petit ski-jo que tu mets dans la voiture, dans la boîte à gants, eh bien,
Ça prend un peu moins de place qu'un Skijo classique. Après, Cerbère, ah oui, mais ça, Cerbère, c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit vraiment une nouvelle... un format plus petit. Alors certes, le format est plus petit, mais je pense que c'est vraiment une réédition parce que Cerbère, c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus ancien, on va dire. Et là, c'est vraiment une réédition. Alors, la boîte est plus petite, mais c'est vraiment pour remettre en lumière le jeu. Parce que je pense que le jeu de base, Cerbère, il date de quand même de pas mal de temps. Voilà, pour le jeu est pas si vieux. Ben, je sais pas. Secret Identity, c'est vrai que Secret Identity, ils ont refait aussi un travail éditorial sur la boîte de jeu qui est un format un petit peu plus petit. Et salut, bienvenue. 5-6 ans, tu nous dis, pour Secret Identity. Ouais, peut-être, me souviens pas. Pour Cerbère, ouais. Ah, j'ai l'impression que Cerbère était plus vieux que ça. Ok. Allez, Dobro, ce petit jeu de cartes qui est ici chez Igiari. Alors est-ce qu'on dit Igiari ou est-ce qu'on dit Igiari? Je ne sais jamais. À chaque fois, je dois l'entendre, mais je ne m'en souviens pas. Voilà, en tout cas, Dobro, c'est ce petit jeu de cartes d'origine portugaise. Il me semble que j'ai entendu dire ça, dans lequel ce n'est pas un jeu de défausse, c'est un jeu d'escalade. Voilà, j'ai bien retenu. C'est un jeu d'escalade de cartes, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes au centre de la table et les joueurs vont devoir, eh bien, se défausser, mais c'est pas un jeu de défausse, de cartes de sa main, en tout cas jouer des cartes de sa main d'une valeur supérieure à la carte, à la valeur de carte qui est déjà au centre de la table. On va avoir la possibilité de jouer donc des cartes supérieures ou des cartes identiques dont la somme fait une valeur supérieure à ceux qui est déjà au centre de la table. Si on joue une carte ou des cartes qui font la même valeur que celle qui a au centre de la table, ça double et donc le joueur suivant va devoir eh bien mettre encore plus que le double de ce qui est déjà posé avant. Donc c'est moi j'ai quand même envie de dire que ça reste un jeu de défausse, même si on n'a pas de carte réellement en main, puisque à chaque fois qu'on joue une carte ou deux cartes, eh bien on va devoir repiocher dans la pioche pour toujours avoir une main de cartes à 6 cartes. Donc c'est pas réellement un jeu de défausse comme on l'entend, mais en tout cas, on va tout simplement jouer des cartes pour essayer de tout simplement bloquer ses adversaires en essayant de monter le plus haut possible. Et si jamais tout simplement tu ne peux pas jouer, tu ramasses toutes les cartes qui sont au centre de la table à la fin de la partie. Tout du moins de la manche, toutes les cartes que tu as récupérées comme ça, ça te fait un point et le but c'est d'avoir le moins de points possible. Voilà, donc c'est tout simple, tout con, ça marche plutôt pas mal. Je lui avais mis un 5,5 dans un précédent débrief ludique parce que tout simplement pour l'instant je n'y avais joué qu'à 2 joueurs. Ça marche très bien à 2 joueurs, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus sympa et marrant quand on y joue. Alors ça peut se jouer jusqu'à 6, à partir de 8 ans, des parties, vous voyez, 15-20 minutes maxi. Sur la boîte, c'est ce que ils disent, 15 minutes de partie. Donc c'est un 5,5 pour l'instant, je pense que ça peut être amené à un 6. Je vous dirai ça au prochain débrief ludique quand on ira jouer à plus que 2. Donc voilà pour Dobro. Mais ouais voilà, c'est alors Max, tu nous dis c'est Igiari. Ok, bon, je vais tâcher de m'en souvenir. Mais oui, voilà, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de défausse, même si c'est pas réellement un jeu de défausse, mais en tout cas, voilà, on vide sa main, même si à chaque fois on en repioche. Le petit reproche que j'aurais, c'est les cartes spéciales. J'aurais bien mis plus de changements de sens. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est surtout le paquet de cartes. Bon, alors, j'ai pas eu ce sentiment-là parce que pour l'instant on est à jouer qu'à 2, donc le changement de sens n'a pas réellement d'intérêt, hein. Un petit peu comme au Uno, quand tu joues ce changement de sens, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, oui, voilà, c'est ça.
Ok, bon voilà pour Dobro, vous voyez, ça marche plutôt bien, c'est tout simple, hein, c'est efficace. Mitsukatsu, Mitsukatsu, Mitsukatsu. Celui-ci, vous en avez peut-être déjà probablement entendu parler. En tout cas, sur mon Instagram et sur ma chaîne, c'est sûr. Vous n'êtes pas passé à côté. Mitsukatsu, c'est, je pense pour moi, un des jeux qu'il vous faut avoir pour jouer cet été. Alors, on est déjà le 12 juillet. Punaise, hein, l'été, il est déjà bien avancé. C'est pas trop tard, hein. Allez, c'est encore les vacances d'été, ou en tout cas, si c'est pas les vacances, on est encore en été. Allez en boutique, vous cherchez le jeu Mitsukatsu. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15-20 minutes. C'est le jeu d'ambiance pour moi de cet été. Un des jeux d'ambiance de cet été. En tout cas, dans sa catégorie purement, mais vraiment purement d'ambiance, où tous les joueurs font n'importe quoi autour de la table. Ce jeu est très drôle, ultra fédérateur, ultra accessible. Tout le monde peut jouer à Mitsukatsu. Le principe, vous avez des cartes qui vont vous donner un petit gimmick à faire, quelque chose à dire, un geste, un mouvement ou alors une action à faire avec du matériel qui est dans la boîte de jeu. Et vous avez plein, alors une multitude de cartes différentes parce que la boîte, elle est quand même grande, donc c'est rempli de cartes, d'actions à faire. C'est complètement délirant. Vous allez donc avoir un joueur qui va donner un espèce de rythme. Donc, sur 2 jetons, par exemple, donc Mitsukatsu. Et là, sur la troisième, on va dire combien, le troisième rythme, je sais pas comment on dit exactement, répétition, voilà. On va faire l'action de cette carte-là. Donc là, on en est déjà à la manche 4, puisque c'est la carte qui est là, donc c'est la 4e manche. Mais il va falloir se souvenir ce qu'il y avait là, et faire cette action-là au niveau de la 4e manche. Donc, Mitsukatsu, cette action-là, et là, prendre la souris qu'on a devant soi et la tourner par la queue comme ça. Et on termine avec le cri de guerre une fois qu'on a fait 3 fois l'aller-retour avec ce fameux Mitsukatsu et les actions qui sont sur les cartes. Alors au début, vous avez la première, donc Mitsukatsu, paf, vous faites cette action-là, vous le faites 3 fois et le cri de guerre. À la manche suivante, vous allez révéler la deuxième carte et vous allez recacher celle-ci. Mitsukatsu, cette action-là, plus celle-ci qui est visible. Vous faites 3 fois et vous faites le cri de guerre. Jusqu'à, en fait, que vous allez terminer jusqu'à cette action-là qui va être faite 3 fois et le cri de guerre. C'est vraiment un jeu con. mais c'est vraiment génial. On a passé de très bons moments, des grosses crises de fou rire où forcément, alors c'est un jeu coop, hein, en fait on joue tous ensemble, mais au-delà en fait du scoring, parce que je serais incapable de vous dire le scoring, en fait je crois que je n'en sais pas parce qu'en fait on s'en fout du scoring. Il y a des jetons, ouais, il y a des jetons, si jamais tu te loupes, tu vas retourner un jeton chat, puisque tu as donc, j'imagine, 9 vies comme les chats. Je sais pas exactement, mais c'est un jeu d'ambiance, donc moi, les jeux d'ambiance, on s'en fout du scoring. C'est un jeu donc édité par BlackRock Game en français, c'est un jeu de Jens Merkel, Ralf Zurlinde, et illustré par Sonja Muller. Voilà pour Mitsukatsu, c'est voilà, je le répète, c'est encore pour moi un des jeux ambiance et vraiment de l'été dans lequel tout le monde peut jouer, n'importe qui, n'importe quel moment, c'est-à-dire que même si vous arrivez, la partie elle a déjà commencé, c'est pas grave, tu t'intègres à la partie, on t'explique ça en 2 secondes et la partie reprend. C'est vraiment très drôle. Alors, meilleur jeu d'ambiance de l'année, carrément pour Max le Poulpe. Alors peut-être,
je sais pas, je pourrais dire de l'année, mais en tout cas, voilà. Il y a 2 jeux pour moi qui se démarquent vraiment, on va dire, du jeu d'ambiance actuellement. Donc c'est marrant parce que ce sont tous les deux boîtes orange. Il y a Mitsukatsu et je l'ai pas sous la main là, mais c'est Tilt. Voilà, le jeu du pendu en plus malin. Vraiment, c'est 2 jeux d'ambiance où tout le monde peut jouer et vraiment c'est très 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 bon. Et d'ailleurs, je rappelle, j'en ai trouvé Tilt. Là, vous voyez, celui-ci, il est encore sous Cello. Parce que sur Instagram, on vous fait gagner une boîte de Tilt avec Ludicieux, des jeux des livres, et Actarus Édition. Donc, si vous voulez gagner votre boîte de Tilt, eh bien, vous allez sur nos pages Instagram pour participer. Voilà, je pense qu'on fera le tirage au sort lundi. Donc, vous avez encore le week-end pour jouer. Je regarde un petit peu. Tilt, j'ai été un peu déçu en l'essayant à Cannes. Alors attention, Tilt, il faut vraiment le jouer avec des... Vraiment, il faut vraiment le prendre en fait comme un jeu d'ambiance. C'est-à-dire que c'est pas un jeu... c'est un jeu d'ambiance avec un intelligent, mais il faut le prendre vraiment au 2e degré. Voilà, c'est vraiment tranquille, tu vas pas te creuser la tête, même si c'est un jeu de lettres et un jeu d'ambiance, il faut vraiment le prendre à la cool, quoi. Il faut vraiment le prendre à la Mitsukatsu où tu rigoles en fait. C'est pas un jeu ultra cérébral où tu te prends la tête. Pas du tout. Il faut vraiment le prendre au 2e degré à la cool. Donc là, voilà, c'était Mitsukatsu, un des jeux les plus qui arrive de nulle part. Enfin, c'est pas d'arrive de nulle part, mais en tout cas, au niveau de la mécanique, on n'a pas vraiment l'habitude de jouer à ce jeu. D'ailleurs, c'est le sous-titre du jeu derrière. Vous n'avez jamais joué à un jeu comme ça. Effectivement, je connais pas de jeu qui propose cette mécanique-là. Streets of Tokyo, si vous aimez les jeux à la X and Right, Street of Tokyo, vous devriez être assez convaincu. C'est pas du X and Right, c'est-à-dire qu'on ne lance pas de dés ou on flippe pas des cartes. Mais en tout cas, voilà, Street of Tokyo, celle que je vous montre là, c'est une boîte prototype. Elle est vraiment... artisanal, et j'aime beaucoup. C'est un jeu de plus que de X and Right, c'est un jeu de dessin, tout simplement, dans lequel vous allez avoir un mot à faire deviner aux autres joueurs, mais vous allez devoir dessiner uniquement sur des cartes de Tokyo, en suivant les rues de Tokyo. Alors je vous montre peut-être vite fait une carte, je sais pas si on va bien voir parce que c'est un prototype, donc la carte est plastifiée. Voilà, donc là vous avez un exemple avec une carte de Tokyo, avec donc le traçage des rues, etc., etc. Et donc vous allez recevoir un mot aléatoire, par exemple. Vous avez donc suivant la difficulté du jeu, soit en vert, en orange ou en rouge, vous allez avoir un mot. Si par exemple on joue tous en facile, donc le vert, je vais devoir dessiner un parasol et je vais devoir essayer de dessiner un parasol en suivant en fait tout simplement le tracé des rues sur ce quartier de Tokyo. Si quelqu'un arrive à trouver, c'est bon, je peux changer de carte et continuer à dessiner. Le truc, c'est que tout le monde joue en même temps. C'est-à-dire que tout le monde est en train de dessiner et tout le monde va devoir regarder un petit peu ce que dessinent ces jeux, ces coop, les autres joueurs pour tenter de deviner le plus de mots possible. Parce que idéalement, on joue avec le téléphone, c'est-à-dire qu'on a le téléphone qui va nous permettre de faire le timer, mais également de compter les points. À chaque fois qu'on va trouver un mot, on va cliquer sur le téléphone. Donc là, en l'occurrence, par exemple, si un joueur trouve le parasol, il va cliquer sur le bouton vert. Ça va rajouter du temps au timer pour nous permettre tout simplement d'essayer de trouver le plus de mots possible. À la fin du timer, il y a un barème.
que je n'ai plus sous les yeux, mais plus on va avoir trouvé de mots, tout simplement, plus on aura 2 points. C'est lequel déjà? De quoi tu me dis? Streets of Tokyo? Ça me dit rien. Comme ça, je sais pas. Effectivement, Max, Street of Tokyo, eh bien, au final, c'est pas si facile que ça. Parce que autant dans un jeu de dessin, tu es libre, donc bon, bah si tu sais pas dessiner, tu sais pas dessiner, mais t'arrives à faire quelque chose. Là, il faut vraiment, t'es vraiment obligé de suivre en fait le traçage, par exemple, sur cette carte-là. Je pense que des lignes droites, ça va pas être évident. Donc là, typiquement, si tu devais faire deviner escargot, ce serait peut-être plutôt pas mal, tu vois. Mais est-ce que tu vas le voir? Est-ce que tu vas avoir le mot escargot au bon moment avec cette fiche-là? Franchement, j'en doute. Mais ça rajoute une contrainte supplémentaire, et ce que je trouve très drôle, c'est que voilà, c'est tout le monde qui joue en même temps, tout le monde est là avec son dessin, il y a le timer qui défile au milieu de la table, tu dois jeter un petit peu tes partenaires de jeu pour voir, essayer de deviner ce qu'ils dessinent, mais tout en restant concentré sur ton propre dessin. Donc voilà, c'est un jeu de dessin, un jeu un petit peu frénétique, et j'ai envie de dire aussi d'ambiance. Donc c'est plutôt une bonne réussite. C'était un financement participatif. Et bien ça y est, ça arrive donc maintenant en boutique. Mais c'est très compliqué. Ouais, franchement, nous, toutes les parties qu'on a faites, à chaque fois, on a joué en mode facile, avec des mots donc assez simples. Au niveau du barème, on n'est pas, on n'est pas monté bien haut, en tout cas. Mais bon, ben voilà, après c'est encore une fois c'est drôle parce que tout le monde joue en même temps, tout le monde joue ensemble, et les dessins, voilà, c'est du n'importe quoi. Genre, je pense qu'on se souviendra longtemps. Il y a des jeux comme ça qui marquent un petit peu. On se souviendra longtemps dans Street of Tokyo du fouet. Suivez mon regard. Voilà, Anto qui avait tenté de nous faire deviner le mot fouet. Bah non, c'est pas possible. Voilà, le fameux fouet, exactement. Bah c'est comme voilà dans Tilt, on se souviendra très très longtemps du mot ventilateur. Ouais, oui, moi aussi. Voilà pour Street of Tokyo. Donc si vous aimez les jeux où il faut dessiner, nerveux, où tout le monde joue en même temps en coop, ça marche plutôt pas mal. Et le dernier jeu de cette sélection, Ethereum, de cette semaine de sortie, de 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu qui était sorti, en tout cas qui était proposé en financement participatif, à laquelle j'avais eu la chance de donc d'avoir joué au prototype. Ça remonte maintenant à l'année dernière, en 2024. Et donc j'avais eu la chance de jouer au prototype. J'avais plutôt pas mal apprécié. Vous voyez d'ailleurs il y a encore ma note. Je lui avais mis une note de 7 sur ma ludo lors d'un débrief ludique précédent. On avait beaucoup aimé parce qu'il se joue jusqu'à 4 joueurs. On avait joué à 2 et on avait joué à 4 aussi. Et c'est très très malin puisque c'est un jeu de programmation d'action. C'est-à-dire que vous allez avoir déjà, ne serait-ce que par le matériel, visuellement sur la table, vraiment ça claque. C'est-à-dire que vous avez toute une mise en place de terrains différents avec la forêt, la lave, les ruines, etc. Je me souviens plus exactement, mais peu importe. Et vous avez votre base qui est, par exemple là, la base de ce joueur qui est ici. Et vous allez donc pouvoir vous déplacer, récolter des ressources pour pouvoir par la suite les échanger contre de l'Ethereum et prendre le contrôle du terrain au centre du plateau pour bien remporter la partie.
Vous voyez à quoi ça peut ressembler comme ça. Donc on va pouvoir bien forcément se taper dessus pour virer ses adversaires, pour éviter qu'ils ne prennent notre place au centre du terrain. Alors la mécanique principale, donc c'est ça va se jouer sur, voilà, ici, donc derrière notre paravent, on va avoir des jetons d'action qui sont numérotés de 1 à 4 et on va les positionner, donc tous en simultané, tous les joueurs vont faire cette phase de jeu, c'est-à-dire qu'on va positionner nos jetons aux endroits où on souhaite. Par exemple, la première action que je veux faire, c'est celle-là. Je vais mettre mon jeton 1 ici. La deuxième, je voudrais bien faire cette action-là. La troisième, cette action-là. Et la quatrième, cette action-là. Je me souviens plus des actions à faire, mais ça n'a pas d'importance. Et donc, une fois que tous les joueurs se sont mis d'accord, on va révéler nos actions. Et puis, tout simplement, eh bien, on va les réaliser dans l'ordre. Donc, moi, je vais faire cette action puisque j'ai choisi de la faire en premier. Et tous les joueurs vont faire cette action. Et c'est là où il va y avoir de l'interaction. C'est-à-dire que peut-être cette action-là, je vais peut-être pas pouvoir la faire ou pas entièrement puisque il y a un autre joueur qui va avoir fait quelque chose avant ou après ou peu importe, qui va venir tout simplement me bloquer ou un petit peu chambouler les plans que j'avais prévu de faire. Alors ça remonte un petit peu maintenant au niveau de nos parties, donc je sais plus vraiment ce que c'est, mais bon bah vous allez tout simplement pouvoir vous déplacer, récolter plus de ressources, essayer d'aller attaquer la base de vos adversaires pour les empêcher, et bien tout simplement de cumuler des points pour pouvoir remporter la partie. Donc en tout cas j'ai un très bon souvenir de ce jeu-là, Ethereum. Et bien ça y est, il est maintenant disponible en boutique depuis le 11 juillet. On a fait le tour de la sélection, en tout cas que j'avais envie de vous parler pour ces sorties de la semaine. Hop, je voulais me mettre ici, voilà. Donc, j'ai oublié ça. Pourquoi j'ai pas parlé de C carré? J'avais prévu de parler de C carré. Eh bien, c'est le petit dernier. C carré, ça sort, c'est sorti donc du coup chez Chèvre Édition, Moon Édition. C'est un jeu de Ludovic Lépine et illustré par Léo Blandin. J'ai bien fait de revenir parce que C carré, ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est un tout petit jeu de cartes dans lequel on va poser des céramiques pour essayer de construire notre petit tableau de 3 cartes par 3 en essayant de faire des espèces de zones tout simplement de même motif avec le plus de points possible à mon tour de jeu. Je vais piocher soit la première carte de la pioche face cachée et je vais la poser dans mon espace de jeu. Alors il n'y a pas d'exemple, c'est pas grave, c'est dommage. Soit je vais piocher les deux premières cartes. Non, c'est l'inverse. Je vais piocher soit la première carte qui est dans la défausse pour la poser dans mon espace de jeu. Si cette carte-là ne m'intéresse pas, je vais piocher deux cartes de la pioche. Donc face cachée, je vais en choisir une, défausser l'autre. Et je vais la jouer dans mon espace de jeu pour justement, comme je vous le disais, essayer de créer des zones de la plus grande possible, et en tout cas faire les actions de ces cartes, puisque chaque carte va avoir une action. Alors si c'est des valeurs positives ou négatives, ça va changer. Le but, voilà, tout simplement avoir le plus de points possible. Ça a l'air d'être assez simple, assez mignon. Je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies. J'ai vraiment envie de faire mon petit dallage de céramique. Donc c'est carré, 2-5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà, j'ai bien fait de revenir parce que je sais pas pourquoi, j'ai les supprimé de mes onglets. On a parlé donc de C carré, Dobro, Draco, Ethereum. Je passe sur certains. Mitsukatsu, Street of Tokyo. Voilà pour les sorties de la semaine. Il y a également Perché qui n'est pas encore actualisé. Pili Pili également qui n'est pas encore actualisé voyons si je fais ça. Non, il n'y est pas encore. Voilà, hop, et hop. C'était les sorties de la semaine. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous, de votre côté, vous avez des jeux qui vous intriguent, qui vous intéressent, ou si vous y avez déjà joué. Donnez-moi votre avis, ce que vous en avez pensé.
Et en tout cas, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre également sur Instagram. Sinon, le prochain débrief ludique, eh bien, c'est le lundi. Là, c'était les sorties de la semaine. On se retrouve donc tous les jours sur Instagram. Lundi soir, 20h, il n'y aura pas, puisque c'est le 14 juillet. Donc, on fera probablement le débrief ludique mardi, tout simplement. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end du 14 juillet. Amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao, salut.